けたいギリギリの勝負でゲットライフ時間はそんないないぜそれがスタートウェイ I want this only 探し求めるあの金色の光の中で誰かを傷つけて自分も傷ついてだけど終わらずにただ追い求め何も見えてないけれど And why きっとこのままの Pain Trans Continue Bien le bonjour les amis, c'est Sendo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, l'on se retrouve pour une nouvelle fois un nouveau concept, les talents gâchés. Car la boxe est un sport extrêmement vaste, qui comporte son lot de légendes, son lot de talents, et malheureusement son lot de talents qui n'ont pas eu la carrière qu'ils auraient méritée. On en a plein. Encore aujourd'hui, il y en a plusieurs qui prennent leur route, qui prennent cette route-là. Hein. Je vais pas les citer ceux qui y a aujourd'hui. Mais pour ce premier épisode, eh bien, je vais parler d'un de mes boxeurs préférés, qui malheureusement, au vu de sa carrière et au vu de son talent, est clairement, eh bien, un talent gâché. Je vais vous parler de Alfonso Zamora. Né le 9 février 1954 à Mexico. Initiant assez jeune à la boxe, il entreprend rapidement ce qui est très rare pour les Mexicains, mais une grande carrière amateur. Ce qui est quasiment unique chez les Mexicains, d'autant plus que déjà sur le circuit amateur, l'on voit que Alfonso Zamora est un pur prodige. Donc j'ai pas les chiffres exacts de sa carrière amateur, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il soldera cette fin de carrière en remportant la médaille d'argent au JO de Munich en 1972. Voilà. Voilà, des défaites qui, des quelques retours que j'ai, peut-être contestables. Voilà. J'ai pas vu le combat donc je saurais pas vous dire. Mais donc il revient de Munich avec la médaille d'argent, ce qui encore une fois est rarissime pour ne pas dire enfin, non pas unique mais en tout cas vraiment rarissime chez les Mexicains. Et donc ce succès et cette carrière amateur l'amène inévitablement à une carrière pro qu'il débute en 1973. Et là, il roule littéralement sur tout le monde. Sur tout le monde, il démarre donc chez les bantamweight. Vous savez quel est mon amour de cette catégorie. Et très vite, il affronte des vétérans très solides, des boxeurs pas forcément prospects, mais en tout cas des mecs vraiment bons, de, de, ouais, de- ouais, bref, de très bons boxeurs. Et surtout, ce qui est absolument exceptionnel, c'est qu'il les met tous KO. Il n'y a pas une seule de ces victoires qui n'est pas avant la limite. Et même très peu dépassent le 5e round. Il y en a que 3 ou 4, enfin même pas qui dépasseront le... Si, ouais, il y en a. Donc avant sa première chance mondiale, il n'y en a même pas de 3. Il y en a que 2 qui réussiront à dépasser le 5e round face à Alfonso Zamora. Ce qui l'amène à une chance mondiale face au Coréen, champion WBA, Su Wang Hong, qui déjà vétéran d'une grosse trentaine de combats, a seulement 24 ans, qui vient à peine de prendre la ceinture face à Arnold Taylor, un mec un très très bon de l'époque et qui l'a défendu par une fois. Et donc,
ce Su Wang Hang, Zamura le détruit avec un KO violentissime au 4e round. Et je vais enfin vous apporter le style de Alfonso Zamora qui est qui ben, n'est pas comparable aux autres Mexicains en fait. Il a plus, il a la mentalité mexicaine, c'est-à-dire la grinta, la volonté d'aller à la guerre, mais dans sa boxe, il ressemble beaucoup plus à l'école portoricaine. C'est-à-dire, certes, beaucoup d'agressivité, mais surtout des qualités techniques que personnellement j'ai très rarement vues. Allez voir les vidéos, les combats de Alfonso Zamora, enfin du moins sur ce début de carrière. C'est incroyable. Et j'ai pas honte de le dire. C'est un des boxeurs les plus. C'est un des 10 boxeurs les plus talentueux qu'on ait jamais vu sur un ring. C'est une boxe très classique, mais parfaitement exécutée. À montrer que dans toute école de boxe, Alfonso Zamora est véritablement un boxeur dont tout pratiquant devrait s'inspirer. Un jeu de jambes parfait, magnifique à voir, tout le temps sur la pointe des pieds. Une défensive simple mais efficace, basée un peu sur tout en fait. Des esquives, pas beaucoup de mouvements de tête, des blocages excellents et une façon d'accompagner les coups, ce qui fait que sur des combats qui peuvent être sur les quelques longs combats, enfin plus ou moins longs combats qu'on ait vu, enfin de ce début de carrière, et ben il prend très peu de coups vraiment nets. Et saupoudré par-dessus tout ça, l'un des punchs les plus électriques que j'ai jamais vu. Personnellement, je le place. Personnellement, c'est le deuxième plus gros puncher de l'histoire de la boxe. À mon sens, ce punch est impressionnant. Et on aura vraiment l'occasion de le voir dans ce règne, notamment sur 2 combats. Un face au Thaïlandais. Non, attendez, non, je me trompe, c'est pas le bon adversaire. Euh, Ah, pardon. J'ai plus, c'était face à un japonais, j'ai plus son nom en tête, malheureusement, désolé. Mais qu'il finit donc un adversaire gaucher et qu'il finit sur un crochet du droit en contre de toute beauté, qui en plus ne semble pas forcément porté avec beaucoup d'intensité, mais le simple impact, le timing, la précision, parce que c'est un coup qui arrive pleine mâchoire, il cloue sur place le japonais dont j'ai plus le nom en tête, je suis désolé. Et donc le deuxième combat, qui sera sa 3e défense du titre WBA, face à une future légende absolue de la boxe, Eusebio Pedrosa, qui était en début de carrière, qui à ce moment-là n'avait que 15 combats, 14 victoires, une défaite bon, qui était par KO. Et donc, cet Eusebio Pedrosa, qui était immense pour les bantamweight, 1m73 pour 1m74 d'allonge, ce qui est vraiment très grand. Il faisait 11 cm de plus qu'Alfonso Zamora, qui avait déjà sa boxe tout en scientifique. Eusebio Pedrosa était aussi un scientifique de la boxe. Et Alfonso Zamora, qui travaille parfaitement aussi en pression, casse la distance dès le 2e round et assène un coup de fusil à pompe. Et je n'exagère pas. Allez voir les images du combat qui sont disponibles sur YouTube. Je vous mettrai le lien en description. Allez voir ce KO. C'est un des KO les plus violents qu'on ait vu. Véritablement un coup de fusil à pompe. Il y a pas d'autre mot. Il y a vraiment pas d'autre mot. Une over and right sur une entrée. Mais incroyable. Et il fusille sur place Eusebio Pedrosa qui sera allongé pour bien plus que le compte, malheureusement. Enfin, quelque part, malheureusement. Et à noter que Eusebio Pedrosa, par la suite, alors, peut-être qu'il n'était pas encore à son poids, mais par la suite te fera l'un des plus beaux palmarès de l'histoire des featherweight.
véritablement par la suite. Il prendra la ceinture WBA des featherweight et fera l'un des règnes les plus implacables de l'histoire de la catégorie. Et c'est pas peu dire. Voilà. Fort probable que je vous ferai une vidéo sur Eusebio Pedrosa par la suite. Et après une défense supplémentaire, aussi KO au deuxième round, eh bien il retrouve Su Hang Hang, qui entre-temps a enchaîné une belle petite série de victoires, et qui donc se retrouve face à Zamora pour un combat légendaire. Tout simplement légendaire. Un combat dinguissime, où les deux se rendront coup pour coup. Alfonso Zamora au pugilisme, à ses qualités pugilistique, à la qualité de sa défense un peu plus supérieure, tiendra le duel, le bras de fer, et finira par en sortir vainqueur par un arrêt de l'arbitre violentissime au 12e round. Mais un combat que vous devez de voir. Je crois qu'il y a encore je crois que les deux combats sont disponibles sur YouTube, il me semble. Alors, faudrait vérifier pour le deuxième, mais je suis sûr que le premier est disponible sur YouTube. Allez voir ça, c'est tout simplement fabuleux. Et notamment ce deuxième combat dinguissime. Et en 1977, donc après 2 ans de règne, enfin sur la catégorie, eh bien, et aussi à noter, avant que j'y oublie, que à ce moment-là, Alfonso Zamora, 29 combats, 29 victoires, 29 KO. Voilà, rien à dire de plus. L'un des palmarès les plus époustouflants qu'on ait vu. Vraiment de toute l'histoire de la boxe. Et vraiment, chez les bantamweight. Voilà, c'est pas comme s'il avait fait ça chez les super middleweight. Les bantamweight, je vous en ai déjà parlé. Le niveau de cette KT a été stratosphérique. Et cette génération n'échappe pas à la règle. Et là, c'est pas seulement qu'il les arrête tous, c'est que aucun n'arrive à survivre assez longtemps pour lui poser des problèmes. Ce qui est proprement hallucinant. Et là, on arrive à un des pans entiers de l'histoire de cette catégorie. Le combat générationnel contre Carlos Zarate, qui de son côté est à 45 combats, 45 victoires, 44 KO. Aussi un palmarès tout bonnement hallucinant, qui lui détient la ceinture WBC de cette même catégorie. Sauf qu'il s'agira d'un combat sans titre en jeu. C'est un combat qui aura mis beaucoup de temps à se faire, un combat dont on parlait dès 1975. Dès à partir de 1976, à partir du moment où Zarate prend le titre face à Rodolfo Martinez. Mais il y aura énormément de problèmes. Premièrement, c'est que les deux sont amis. Les deux sont de très proches amis, ils le sont encore aujourd'hui au moment où je vous parle. Et donc, il y a bien sûr cette hésitation à s'affronter. Mais mais les deux seront prêts à mettre de côté leur amitié pour monter sur le ring. Il y aura des problèmes de promoteurs, parce que les deux promoteurs auront une grosse animosité entre eux. Mais le gérant du Forum d'Inglewood à Los Angeles, dont j'ai oublié le nom, désolé, parviendra à leur faire trouver un accord. Et les fédérations WBA, WBC, qui déjà à l'époque ne voulaient pas faire des copromotions, on peut le dire, hein, eh ben foutront aussi leur merde. Sauf que sur ce point là, eh ben les deux iront clairement leur dire que leur ceinture, ils pouvaient les mettre là où ils pensaient. Voilà. Bon, évidemment ils l'ont pas dit texto, mais le symbole était là. Et donc les deux se retrouveront au forum d'Inglewood à Los Angeles, salle tout bonnement mythique, le 23 avril 1977. Et là, 4 rounds de pure légende. 4 rounds de pure légende. Les deux nous sortent l'un des 3 plus grands combats de l'histoire de la catégorie des bantamweight. Alors, les quelques chipoteurs pourront dire qu'ils l'ont pas fait à l'exacte limite des bantamweight. Ils l'ont fait à 119 livres avec un petit catchweight à 119 livres.
C'est, voilà, une livre de plus, il y en a quand même qui foirent la pesée. C'est pas dramatique et moi je considère ça quand même comme l'un des plus grands combats de l'histoire des bantamweight et c'est un combat dinguissime, dinguissime. Les 2 sont au top. Co il commence doucement, il commence, très doucement. Premier round, plutôt tranquille et aussi premier round, des plus cocasses car un homme, complètement taré qui je crois finira en hôpital, psychiatrique et ben, déboulera sur le ring, pour aucune raison valable, heu, de façon complète enfin à moitié à poil et en faisant des gestes ultra bizarres et qui, malheureusement pour lui, se fera éjecter d'une façon, assez violente. Ce qui, ben, fera un petit contretemps, voilà, événement qui arrive très tôt dans le combat, une vingtaine de secondes après le début du premier round. Et voilà, il calme le jeu voilà 30 secondes plus tard et ben, le combat reprend. Premier round, très calme, a assez posé, les 2 commencent à appliquer leur style. Zarate qui est, une menthe religieuse, ben, contrairement à ce qu'on pourrait croire dans ce genre de cas, applique une boxe, à pression. Voilà, bon, voilà, Carlos Zarate, il applique sa boxe quoi, ça a toujours été le même style. Zamora qui commence petit à petit à prendre, ses aises, en faisant le boxeur, de par ses déplacements, magnifiques et plus le combat avance, plus l'intensité, heu, se prend, plus l'ambiance dans la salle devient électrique et malheureusement pour notre protagoniste d'aujourd'hui, il se laisse prendre par ses émotions et voilà, il est extrêmement nerveux tout le long du combat. Il est pas aussi précis que d'habitude, que ce soit dans ses coups ou dans ses déplacements ou dans sa défense. Il essaie quand même de rendre et il prend beaucoup plus de coups qu'à l'habitude et les coups de Carlos Zarate, ben, c'est vraiment pas les der voilà, Carlos Zarate, un énormissime puncher, surtout dans ces catégories-là, qui était extrêmement, alors c'était pas un Golgoth évidemment, mais c'est pour la catégorie, pour sa morphologie, c'était vraiment un gars massif. Pour les bandes à 119 livres, à faire la carrure de Carlos Zarate, c'était vraiment impressionnant, donc c'était vraiment un mec, solide, pour la KT et Zamura, malgré son punch, malgré ses qualités techniques, mentalement, il est pas tout à fait à la hauteur de l'événement. Et même si les deux trois premiers rounds, enfin même si les 2 premiers rounds, et demi disons, il domine, cl relativement clairement. Il envoie, plus de coups, il dicte plus le rythme du combat. Il prend des coups. Il prend de plus en plus de coups et surtout, vers la fin du 3e round, il prend le coup qu'il fallait pas prendre. Vraiment, il prend le coup qu'il fallait pas prendre. Il est complètement sonné. Et Carlos Zarate, eh ben, extraordinaire finisseur, le lâche pas sur toute la fin du round. Je crois qu'il arrive à l'envoyer au sol au 3e round, à vérifier, mais il me semble qu'il l'envoie au sol. Et en tout cas, Zamora est véritablement sauvé par le gong sur ce 3e round. Et 4e round, eh ben, il n'arrive pas à récupérer. La minute de repos n'a pas suffi à récupérer. Et bah, il est face à Carlos Zarate, mais peut-être le meilleur finisseur de l'histoire de la boxe. Et il ne survivra que de 2 petites minutes, enfin à peine 2 minutes, dans ce 4e round. Il en il se il sera pas mis KO à proprement parler, mais il sera envoyé 3 fois au tapis, ce qui contraindra l'arbitre qui était, Richard Steele à l'époque. C'était un des premiers combats de Richard Steele, je crois. Et voilà, donc Richard Steele qui sera un peu contraint d'arrêter le combat. Voilà, complet de façon très logique évidemment. Et ce qui, ben, fait que la légendaire série d'invincibilité de Alfonso Zamora s'arrête, mais sur un combat
proprement légendaire. Véritablement un combat dantesque. 4 rounds de pure folie que je vous invite à voir. Je vous mettrai aussi le lien en description. Un pur classic fight des bantamweight. Voilà. Mais donc, sa carrière ne s'arrête pas encore à ce moment-là. Et il prend quand même un petit temps pour lui, quelques mois. C'était un combattant comme Pléthore de Mexicain qui avait un gros rythme, qui combattait minimum tous les 3 mois. Enfin, tous les 4 mois au grand minimum. Mais donc là, il prend quand même un petit temps, il prend 7 mois, avant de remonter sur le ring donc le 19 novembre 1977. Et face à un nom qui deviendra entre guillemets légendaire, enfin non pas légendaire mais qui deviendra un grand nom de cette catégorie, Rolray Louran. Et c'est là où c'est absolument terrible, c'est que déjà à ce moment-là, Zamora n'est plus Zamora. Il n'est déjà plus le même après ce combat contre Carlos Zarate. Il est, il est moins. En fait, tous les défauts qu'il a pu avoir dans le combat contre Zarate sont encore plus exacerbés dans ce combat-là. Il est, il a de moins bons déplacements. Il passera le plus gros du combat à avant. Et quand il n'avancera pas, ben il se déplacera pas aussi bien qu'il avait pu le faire par le passé. Ses combinaisons seront un peu moins fluides, moins rapides, moins précises. Encore une fois, son jeu de jambes sera nettement moins bon. Et surtout, sa défense sera bien moins intelligente. Et il prendra de plus en plus de coups dans ce combat-là. Et de plus en plus de contres. Ce qui était vraiment pas habituel. Généralement, Zamora était vraiment dans la posture du contreur. Ce qui n'est pas le cas ici. Et au fur et à mesure des 10 rounds que va durer le combat, il prendra de plus en plus de coups, il reculera de plus en plus, il sera de plus en plus marqué. Ce qui se finira sur un 10e round triste, où après avoir voilà, après avoir essayé après vraiment avoir essayé beaucoup de résister, il prendra une droite en première intention de Rolray Louran, qui avait pas l'air de l'avoir spécialement impacté, mais enfin, qui avait pas l'air spécialement puissante plutôt, mais dont l'impact, ben, est clairement visible et Zamora ira s'effondrer dans le coin. Et on aura une image qui rappellera beaucoup, enfin que rappellera beaucoup le Eric Morales contre Manny Pacquiao numéro 3. Sauf que malheureusement, c'est plus une image triste dans l'ensemble. La tristesse de voir que Alfonso Zamora n'a pas su se relever de cette défaite contre Zarate. Et, et voilà. C'est ainsi qu'il perdra sa ceinture WBA des Bantamweight. Et amorcera un déclin oui, vraiment d'une grande violence. Voilà, après ça, il enchaînera une belle petite période de 3 combats, de 3 victoires, notamment une nouvelle guerre face à Alberto Sandoval. Voilà, combat disponible sur YouTube que je vous invite à voir. C'est quand Zamora n'est déjà. Enfin, comme je l'ai dit, Zamora n'est plus Zamora. Donc, quand tu connais le grand Zamora, ça fait un peu de peine. Mais voilà, le combat mérite d'être vu. C'est une grosse guerre et ça fait. C'est vraiment un combat plaisant. Dans cette petite période, il connaîtra ce qui sera la seule et unique décision de sa carrière. Voilà, face à un petit boxeur portoricain qui s'appelle Luis Rosario. Bon, je crois pas qu'il y ait des images de ce combat. Split Decision, bon, ça se passe au Madison Square Garden de New York, donc possible que ce soit plus une décision plus favorable pour Rosario. Voilà, mais à la suite de ça, ben, il finira sa carrière sur 4 combats où il n'aura qu'une victoire. Et aussi un autre gros combat, un dernier gros combat face à Eddie Logan. Combat que, alors, je me souviens l'avoir vu sur YouTube il y a quelques temps. Je sais pas s'il est encore disponible. Voilà, combat où Zamora était vraiment bien parti sur les 4 premiers rounds. En envoyant Logan au tapis au 4e, si je me souviens bien.
Mais un peu de la même façon que face à Rolf Louran, ben, peu à peu, il se prendra de plus en plus de coups et finira par craquer au 9e round. Face à et là on et autant face à Rolf Louran, j'ai pas mentionné, mais Rolf Louran à la suite de ça défendra 5 fois son titre, donc 5 guerres, et ne le perdra que par split decision face à Rolf Solis, si je me souviens bien du nom du boxeur. Et par la suite, ben, ne sera jamais mis KO, notamment face au nouveau roi de la KT dans les années 80, qui était Jeff Chandler, une autre légende de la catégorie des Bantam, et aussi gros cogneur, mais Louran tiendra les 15 rounds face à cette nouvelle terreur. Donc voilà, la défaite face à Louran, même si elle est triste, n'est pas déshonorante, mais la défaite face à Hogan. Alors avant ça, il avait déjà connu une défaite, mais par disqualification. Donc c'était pas non plus ce qu'il y avait de plus déshonorant, mais là, Eddie Logan, il était casse. Il était à un palmarès de 7 victoires pour cette défaite. Et juste après ça, ben, on perdra complètement sa trace, quoi. Je sais même pas s'il aura fait d'autres combats après le combat contre Zamora. Et même si c'est une guerre, il finit quand même par craquer face à un mec face à qui il devait pas perdre. Voilà, il devait pas perdre. Et suite à cette défaite bien plus humiliante, eh ben, il le recombattra 2 fois. Une victoire, une défaite, KO au 3e round. Et c'est là où ça fait extrêmement mal. C'est que Alfonso Zamora prendra sa retraite en 1980. Pour rappel, il gagne la médaille d'or. Enfin, les JO de Munich, c'était en 1972. C'était il y a seulement 8 ans et et c'est seulement 7 ans de professionnalisme. Et Alfonso Zamora devra prendre sa retraite à 26 ans. À 26 ans. Ce qui est une fin aussi précoce que son talent, quoi. Et c'est ça qui rend la car. Et c'est en partie pour ça que j'aime autant Alfonso Zamora, c'est que euh, s- au sommet de sa gloire, de sa carrière, de son talent, il est tombé sur l'adversaire sur lequel il n'aurait pas dû tomber. Donc Carlos Zarate, il sort un des plus grands combats de l'histoire de la catégorie. Et c'est déjà fini. Voilà, à l'image je sais pas, d'un Sergio Martinez par exemple bien des années plus tard chez les middleweight, ou après cette petite période dorée de 2009-2010 sera une longue descente aux enfers, enfin aux enfers entre guillemets quoi, une longue dégringolade de niveau. C'est un peu ce qui s'est passé avec Alfonso Zamora, et ce qui est vraiment le plus triste, c'est que, je le répète, c'est l'un des boxeurs les plus talentueux que j'ai jamais vu sur un ring. Et à son top, il aurait pu battre à peu près n'importe qui. Et même Carlos Zarate, je vous en ai parlé dans ma vidéo sur les bantamweight la semaine dernière. Mais Carlos Zarate, c'est pour moi le plus grand bantamweight de l'histoire. Je pense que Zamora avait les armes pour le battre. Je peux sûrement pas le mettre KO parce que à cette époque et dans cette catégorie, Carlos Zarate était à peu près imbattable. Mais vraiment, si Zamora avait su mieux gérer ses émotions, je pense qu'il aurait pu gagner le combat. Et qu'on aurait peut-être même pu avoir l'une des plus grandes rivalités de l'histoire de la boxe. Mais malheureusement, il n'a pas su se relever, il n'a pas pu se relever de cette défaite. Probable aussi que son entourage, notamment son père, qui n'était pas forcément des personnes très recommandables, n'ont pas aidé à le faire, à le maintenir dans le droit chemin. Et ce qui fait que le talent pur de Zamora, de ce grand boxeur que fut Alfonso Zamora, eh ben, a été complètement gâché. Et, et voilà une fin bien triste pour un des boxeurs les plus talentueux de l'histoire de la boxe. Et ce sont sur ces mots que je conclus cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, le commentaire, et si le contenu de la chaîne vous plaît, l'abonnement. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt, et salut!